Bien, bonjour à toutes et à tous. En ce 523e anniversaire de la découverte de l'Amérique, au jour de l'Hispanité, Via de la Hispanidad, c'est aujourd'hui, 12 octobre. Merci à Lyon 3 et merci à la caravane des 10 mots pour leur invitation. Et merci à Jean-Pierre pour cet exposé roboratif et un peu poil à gratter, mais qui donnera, j'espère, lieu à débat dans un moment. Mon sujet est tout à fait différent. On m'a demandé de parler de la langue comme outil de cohésion sociale. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que nous empiétons déjà en principe sur notre horaire, enfin celui de la table ronde qui va commencer dans un moment. Je vais essayer d'aller vite, mais tout de même, je voudrais poser 2-3 notions. Je voudrais d'abord partir de ce que nous apprend le sens commun. 3 remarques à cet égard. La première remarque, c'est que la langue n'est pas seulement un facteur de cohésion sociale, mais qu'elle est bien l'outil de cohésion sociale, de lien social par excellence. Je crois que ça ne nécessite pas de long développement. J'ai envie simplement d'emprunter un exemple à celui qui peut-être l'a établi de la façon la plus brillante, qui est Jean-Jacques Rousseau, tout simplement. J'avais procuré il y a quelques années une édition de l'essai sur l'origine des langues avec une préface assez copieuse, mais ce n'est pas moi que je vais citer. Je voudrais juste citer 2 mots de Jacques Derrida, qui a beaucoup commenté l'essai sur l'origine des langues, et qui revient sur cet instant paradoxal dans le discours de Rousseau, qui est celui où on va passer de l'état de nature à l'état de la vie en société. C'est un moment pivotal, comme dirait Nerval. Et je cite Derrida, « Il n'y a pas d'institution sociale avant la langue. Celle-ci n'est pas un élément de la culture parmi d'autres, elle est l'élément de l'institution en général. Elle comprend et construit toute la structure sociale. » Autrement dit, l'instant d'avant, on est dans l'état de nature, l'instant d'après, on est dans l'état social, et ce qui détermine ce passage, c'est l'irruption de la langue, sauf qu'on aboutit évidemment à un paradoxe, ce n'est pas mon sujet, donc je ne le développerai pas, mais il préoccupe, tourmente même Rousseau, qui dit en substance, il est impossible qu'il y ait de la pensée avant la langue, il est impossible qu'il y ait de la langue sans la pensée, donc on tourne en rond, et sa solution à lui, littéralement, c'est de penser que l'institution de la langue est un miracle, et que c'est peut-être une des preuves de l'existence de Dieu, parce que c'était impossible. Et pourtant, nous parlons, le fait est là, et donc Dieu existe puisque la langue a été possible. Bon, je referme la parenthèse, encore une fois, ce n'est pas le sujet, mais c'était pour insister sur le fait que la langue n'est pas juste un instrument utile de cohésion sociale, elle est le lien social par excellence. Premier point que nous enseigne le sens commun. Deuxième point, c'est que, cependant, la langue peut être non seulement un facteur de lien social, mais aussi une forme redoutable, en tout cas une cause redoutable de discrimination, notamment sous sa forme écrite, en français, mais pas seulement sous sa forme écrite. La question des registres de langue, par exemple, peut être un élément de discrimination redoutable. Quand on maîtrise les registres de langue, tout va bien. On sait dans quel contexte il faut dire « faites diligence » ou « hâtez-vous », dans quel contexte on dit « dépêche-toi », dans quel contexte on dit « grouille-toi », dans quel contexte on dit « magne-toi le cul ». On maîtrise tout ça. Quand on ne maîtrise pas les registres de langue, on s'expose à des malentendus, à des déconvenus, à des contresens, à des maladresses, et c'est un facteur fort de discrimination sociale. C'est vrai également de ce qu'on appelle les accents. Il n'y a pas si longtemps, parler avec un accent du Sud, je n'ose dire corse, mais en tout cas méridional, vous empêchez littéralement d'être acteur à la Comédie Française ou présentateur à la télévision. Et de nos jours, avoir un accent dit des banlieues, vous savez bien à quel point ça peut être répulsif sur le plan social. Quant à la forme écrite de la langue, vous le savez bien, notamment en France, avec cette espèce de mystique de l'orthographe qui empêche toute réforme. Alors, j'ai l'air de me poser en donneur de leçons. Je suis le premier, quand il reçoit un courriel criblé de fautes d'orthographe, à commencer par d'abord être un peu gêné, et puis être carrément méfiant. Alors qu'on sait tous, nous savons tous ici, je suppose, combien l'orthographe française peut être... pas seulement, mais aussi marqué par l'arbitraire et l'accumulation au cours des siècles de décisions qui n'ont rien de rationnel. Donc voilà, la langue, le sens commun nous l'apprend aussi, c'est aussi un facteur de discrimination. Enfin, troisième remarque issue du sens commun,
la langue est certainement au service de la cohésion, mais pour rester chez nous, à condition que ce soit le français, langue de la République, langue inscrite en lettres d'or dans la Constitution. Mais les langues, non pas la langue, mais les langues, sont au contraire évidemment un facteur de division. C'est la malédiction de Babel. Comme je vois beaucoup de jeunes dans la salle et que plus personne ne lit la Bible de nos jours, peut-être qu'il faut que je précise la malédiction de Babel, non les hommes qui construisent une tour pour monter à l'assaut du ciel, et Dieu, pour se venger, pour les punir, qui crée le multilinguisme, c'est-à-dire tout à coup, ces hommes ne se comprennent plus entre eux parce qu'ils parlent chacun une langue différente, et c'est la cause de toutes les guerres, de tous les malentendus. Bernard Cerchilini, qui fut l'antéprédécesseur de Loïc, avait un mot pour ça, un mot amusant, un mot horrible, mais un mot amusant. Il appelait ça la xénoglossophobie, la peur ou la haine des langues étrangères. Donc, là encore, je ne me pose pas en donneur de leçons. Lequel d'entre nous, un jour dans le métro, n'était pas assis en face de gens qui parlaient une langue que lui ne connaissait pas du tout, et n'a pas eu l'impression que ces gens se moquaient de lui, voire étaient menaçants, enfin, n'a pas été mal à l'aise. Et il était à ce moment-là atteint de xénoglossophobie. C'est un facteur fort, au contraire, de division et non de cohésion sociale. Voilà pour le bon sens. Alors, essayons d'aller plus loin, non pas contre le bon sens. Les remarques que je viens de faire, je les maintiens, elles sont justes, on ne peut pas nier les évidences, mais essayons d'aller un petit peu plus loin. J'ai envie de vous proposer 3 pistes de réflexion, peut-être que nous pourrons y revenir au cours de la journée. D'abord, comme vous le savez, la langue, nous en avons parlé jusqu'ici, comme si elle servait pour l'essentiel à échanger des informations, à communiquer, c'est-à-dire à échanger des informations. Bon, je vous renvoie, je pense que ça vous connaissez quand même, au schéma de Roman Jakobson sur les fonctions du langage. Selon qu'on se focalise sur l'émetteur, le récepteur, l'information transmise, le code qu'on utilise pour la transmettre, etc., le langage peut avoir des fonctions multiples, et l'une d'entre elles, tout à fait importante, c'est la fonction d'expression. Que ce soit consciemment ou à notre insu, nous transmettons, lorsque nous parlons, des informations qui ne sont pas celles factuelles que nous sommes en train de transmettre, mais des informations sur ce que nous sommes, ce que nous pensons, notre tempérament, nos valeurs, nos idées, la fonction expressive du langage. Et celle-là, elle peut donner lieu à bien des malentendus, à bien des difficultés, qu'on songe simplement à ce que les linguistes appellent la notion d'implicite. Lorsque nous parlons, là, en ce moment précis, là où je vous parle, je fais semblant de croire, ou je crois, que nous avons plein de choses en commun. La langue française, sinon ce serait une situation totalement schizophrène, celle où j'imagine que vous comprenez ce que je dis, nous parlons tous le français, et donc, comme nous sommes tous des gens qui vivons dans ce début du XXIe siècle, nous partageons toutes sortes de valeurs, un savoir qui est celui de l'honnête homme du début du XXIe siècle, la culture occidentale, contemporaine, etc. Mais supposez que l'un d'entre nous procède d'une culture différente, se réfère à d'autres valeurs, les implicites qu'il charrie et que charrie son discours ne sont pas les mêmes que ceux que moi je pourrais charrier, et du coup on a toutes sortes de malentendus et de difficultés à nous comprendre. Peut-être que la communication n'est qu'une illusion. Il y a à travailler sur cette notion lorsqu'on utilise la langue de bonne foi, naïvement, en pensant que c'est un instrument transparent et qui va permettre de créer du lien social. Soyons attentifs à toutes les connotations, à toute l'espèce d'aura de lumière ou d'obscurité que transportent les mots. C'est un peu ce que disait Thierry dans son introduction. On lance des mots, on ne sait pas très bien comment ils sont entendus, comment ils sont reçus, comment ils nous sont renvoyés. Il y a là un vrai chantier. Deuxième piste, j'ai parlé de la malédiction de Babel. La malédiction de Babel, au fond, c'est la question du multilinguisme des territoires. Je tiens beaucoup, moi, à cette distinction qui n'est pas toujours faite entre multilinguisme et plurilinguisme. Le multilinguisme est une notion, on va dire, géographique. C'est le fait que, dans un territoire donné, plusieurs langues soient pratiquées, parfois de manière très conflictuelle. Songez, je ne sais pas, la situation belge contemporaine, et à tant d'autres, parfois au contraire de façon plus apaisée. Mais le multilinguisme, ça veut dire que beaucoup de langues sont pratiquées sur un territoire, ça ne veut pas dire que les individus qui peuplent ces territoires parlent ces langues.
Si ces individus parlent ces langues, ce qui est l'antidote, en quelque sorte, au multilinguisme, à supposer que le multilinguisme soit un poison, l'antidote, c'est le plurilinguisme, c'est le fait pour les individus, eux, de parler, de maîtriser plusieurs langues, de se mouvoir avec aisance dans des territoires qui sont, eux, multilingues. Et là aussi, ça peut être une source de difficultés ou de malentendus, car la notion de plurilinguisme impressionne, elle paralyse, elle laisse entendre que le plurilingue serait celui qui maîtriserait un nombre plus ou moins considérable de langues. Or, j'imagine que Pierre Janin, ici présent, nous en parlera dans un moment, avec la notion d'intercompréhension. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être suffisamment ouvert aux autres langues, attentif à leurs différences, mais aussi à leur ressemblance avec la nôtre, pour pouvoir dialoguer avec tout un chacun, sans pour autant se prétendre spécialiste et maître des langues qu'on apprend. Même source d'ailleurs de malentendus, je l'indique en passant en présence de Loïc de Pecker, c'est la notion que nous avions à la DGLFLF, et je crois qu'elle est toujours d'actualité, de maîtrise de la langue. Nous voulions dire la nécessité d'aider toute personne qui s'installe en France à pouvoir communiquer en français, parce qu'il n'y a pire déréliction au monde que d'être incapable de demander son chemin, de déclarer son amour ou de remplir une feuille de demande d'exonération fiscale, je ne sais quoi, si on ne parle pas la langue. Donc il faut absolument qu'on ait la possibilité de communiquer avec les gens. Mais si maîtrise de la langue, ça veut dire maîtrise de toutes les formes de concordance des temps et d'accord du participe passé des verbes pronominaux, alors on fait fausse route. C'est pas de ça qu'il s'agit. Or, ça impressionne, la notion de maîtrise de la langue. Donc, je souhaite que nous nous interrogions au cours de cette journée sur ce que recouvre la notion de plurilinguisme et sur ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour promouvoir une société plurilingue. Enfin, troisième piste que je propose, celle-là sera peut-être un peu plus polémique ici, mais ça n'a rien ni contre Lyon 3, ni contre l'Institut de la francophonie, c'est une réflexion d'ordre général. La francophonie, comme la langue d'Ésope, n'est-ce pas, c'est la meilleure et la pire des choses. Ce que je veux dire, c'est que dire de manière paradoxale, le problème qui est posé est celui de la place de la France dans la francophonie. Je vous renvoie à un article pas très ancien, quelques années d'Amin Maalouf dans le Monde contre la littérature francophone, entre guillemets, dont je vais citer juste un passage très rapide qui fixe les idées. Il dit, Amin Maalouf, académicien français, je vous le rappelle, pas à cette époque, mais depuis, car après tout, qu'est-ce qu'un auteur francophone? Une personne qui écrit en français, l'évidence, du moins en théorie, car le sens s'est aussitôt perverti, il s'est même carrément inversé. Francophone en France aurait dû signifier nous. Il a fini par signifier eux, les autres, les étrangers, ceux des anciennes colonies. En ces temps d'égarement où les identités se raidissent et où l'universalisme est en perpétuelle régression, les vieux réflexes sont revenus. Peu de gens auraient l'idée d'appeler Flaubert ou Céline francophones. Et même des écrivains d'origine étrangère, s'ils ne viennent pas d'un pays du Sud, sont vite assimilés à des écrivains français. Je n'ai jamais entendu décrire Apollinaire ou Sioran comme des francophones. J'ai passé récemment en revue une longue liste de noms pour tenter de cerner les critères qui régissent ce clivage. Ce que j'ai découvert, j'aurais honte de l'écrire. Même si je ne faisais qu'énumérer ces critères, je me sentirais souillé. Disons seulement qu'il y a là des subtilités discriminatoires indignes de la France, indignes de ses idéaux, indignes de ce qu'elle représente dans l'histoire des idées et des hommes, et qu'il va assez loin. Alors, où en est-on dans ce domaine? Eh bien, je souhaite que nous nous posions également la question. Là encore, je me placerai sous l'invocation de notre ami Bernard Cerchiellini, qui lui aussi signait un article il n'y a pas si longtemps dans Le Monde. Il n'était pas encore recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, sinon il n'aurait pas osé, mais où il disait qu'il fallait faire rentrer promptement la France dans la francophonie, qui est un joli paradoxe, et qui est, je crois, le fond du sujet. Enfin, troisième et dernière partie de mon petit exposé, je souhaite que cette journée qui commence, enfin qui est déjà bien entamée, nous permette de donner la parole aux praticiens. Je pense que c'est ça l'utilité de ce forum. Il doit nous permettre d'échanger des expériences, de confronter nos aspirations, nos doutes, de faire part avec modestie de nos erreurs. On apprend beaucoup en les partageant des erreurs qu'on a pu commettre, mais aussi des progrès qu'on a pu réaliser. Et pour cela, je suggère, ce seront mes derniers mots, 3 questions. La première, je l'ai dit, j'y insiste, c'est comment favoriser le plurilinguisme. C'est-à-dire
en luttant contre le mythe de la France monolingue, qu'elle n'a jamais été, qu'elle n'est pas aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs différentes, et en célébrant les vertus du métissage culturel. Alors, je ne m'étends pas, ça c'est mon sujet de prédilection, et là vraiment je n'aurai pas le temps de développer, mais on peut y revenir au cours du débat, au cours de la journée, les limites, la nature profonde et les ressources du métissage culturel. Deuxièmement, comment dépasser les vieilles oppositions? Alors là, je m'adresse, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. C'était la vieille question démocratisation culturelle contre démocratie culturelle, apporter la haute culture aux gens, ou bien tenir compte de leurs propres aspirations culturelles et des cultures dont ils sont porteurs, ou c'est un peu le même débat, même s'il a changé de terminologie, le débat entre multiculturalisme et interculturalité. Mais c'est notre débat aujourd'hui dans la France que nous vivons. C'est la plus brûlante actualité. Personnellement, je suis quelqu'un qui affiche une position assez méfiante à l'égard du multiculturalisme et qui suis au contraire tout à fait acquis à la notion d'interculturalité. C'est-à-dire non pas des communautés les unes à côté des autres, au mieux qui s'ignorent, au pire qui se combattent, mais plutôt des communautés qui dialoguent. Mais comment peuvent-elles dialoguer sans renoncer à ce qu'elles sont? C'est beaucoup plus facile à exprimer comme ambition qu'à réaliser dans la vie quotidienne. Est-ce que la notion plus récente de droit culturel, vous savez, inspirée par les déclarations de l'UNESCO, peut nous y aider? Peut-être, sauf qu'il y a des maximalistes des droits culturels qui sombrent dans des prises de position schématiques, qui veulent brûler l'institution, faire fi de plus d'un demi-siècle désormais de politique culturelle, en France du moins. Voilà, c'est un sujet qui s'en le souffre, mais qui est passionnant et qui est au cœur des débats actuels. Enfin, troisièmement, et pour terminer, comment nous mettre, et ce sera, j'espère, le but de la journée, à l'écoute des médiateurs, à l'écoute des pédagogues, et surtout à l'écoute des artistes. Je crois qu'on ne soulignera jamais assez le rôle de l'art et le rôle des artistes dans la résolution, en tout cas dans la mise à nu déjà des problèmes que suscite ce thème de la langue comme facteur de lien social et qui peut nous aider à les résoudre. Les artistes de tout genre, je pense d'abord et bien sûr à l'écriture, parce qu'évidemment c'est très lié à la langue. Je cite ceux qui pensent avec Méchonic, nous répétons ça souvent, que les langues sont filles de leurs œuvres, encore un joli paradoxe. C'est-à-dire que les langues existeraient comme outils fonctionnels, mais que les langues ne seraient rien sans les œuvres qu'elles sont produites. Que serait l'hébreu sans la Bible? Que serait l'arabe sans le Coran? Que serait le français? Alors, je ne vais pas citer l'intégralité des chefs-d'œuvre de notre littérature. Voilà, il y a une sorte de cercle là qui est intéressant. C'est aux artistes que nous devons la mise en valeur de la richesse des langues, mais aux artistes en tout genre, ça comprend absolument tous les arts. Je terminerai, ce sera vraiment mon dernier mot, par une anecdote que je raconte assez souvent parce que je la trouve à la fois très drôle, j'espère que vous allez la trouver drôle aussi, et en tout cas très significative, donc pardon à ceux qui m'ont déjà entendu la raconter. Je l'ai entendue pour la première fois ici d'ailleurs à Lyon, aux subsistances au cours des Assises internationales du roman, il y a quelques éditions, et c'était un romancier catalan qui nous racontait ça. Il nous parlait d'un chanteur catalan, plus précisément majorquin, de l'île de Majorque, dont la mère était une princesse africaine, et lui était tout noir, vraiment noir. Mais il était majorquin, il avait vécu toute sa vie à Majorque, et un jour il marche dans la campagne, il est fatigué, il a soif, il avise une ferme au loin, il s'approche, il y a une vieille dame, il s'approche de la vieille dame, et dans le plus pur catalan, le plus pur majorquin, il lui dit « Pardon madame, est-ce que vous êtes assez aimable pour me donner un verre d'eau, j'ai très soif ?» Et la dame le regarde et lui dit « Ah monsieur, si vous ne m'aviez pas parlé catalan, j'aurais cru que vous étiez noir. » Voilà, la puissance du langage et surtout de l'art pour effacer, pour mettre entre parenthèses les différences qui donnent lieu aux discriminations. Je vous remercie de votre attention et moi aussi, je me tiens à votre disposition.